Bon. Tout d'abord, je ne vais rien vous apprendre, la période du confinement implique pas mal de changements dans nos vies à l'heure actuelle, et notamment dans le monde du jeu. Pas forcément le plus important pour vivre, mais c'est le sujet de notre chaîne, donc je veux dire, les changements dans le monde de l'agriculture, c'est pas forcément de ça qu'on parle. Mais comme on essaye de vous le faire comprendre par cette chaîne-là, et aussi par nos chaînes secondaires et toute l'activité qui se passe sur le site Trick Track, le monde du jeu n'est pas mort, n'est pas non plus endormi. Et on parle notamment des PNP, ou Print and Play. Alors très rapidement, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un PNP, l'idée c'est imprime et joue. Hein, j'ai fait le V2 anglais. Hein. Ce sont des jeux qui nécessitent d'avoir une imprimante. À partir de là, voilà, on imprime la version, on la découpe et on l'a. Ce n'est pas nouveau, c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est l'occasion d'en voir fleurir pas mal, de voir même fleurir des jeux qui étaient déjà sortis, hein. On peut citer Wild Space de nos amis les Catch-Up Games. C'est aussi pour d'autres raisons ce que font les Space Cowboys avec Unlock depuis quelques années. Ils proposent des petits scénarios qui sont des scénarios souvent de démo pour s'assurer que tout le monde puisse le découvrir, pour découvrir ces petites pépites et le fonctionnement mécanique du jeu dans un petit peu toutes les circonstances. Le print and play, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé avec pas mal de Kickstarter. Je citerai par exemple le cas de Root, mon chouchou, qui était en print and play pendant la campagne Kickstarter et qui a continué à l'être après chaque print and play. C'était l'occasion d'avoir une nouvelle version et des choses améliorées. Le jeu étant assez compliqué et équilibré, puisque ce sont plusieurs mécaniques très différentes qui s'entremêlent, les auteurs et l'éditeur s'en servaient pour voir la clarté des règles, la prise en main, mais également si, telle circonstance très particulière, on l'avait pas essayé, et c'est tant mieux, parce que comme ça, grâce aux autres joueurs, on voit à quoi ça ressemble. Ça permet aussi de savoir quel est le jeu qu'on va acheter, est-ce que oui, j'ai envie de mettre des sous dedans, parce que Kickstarter, je vais le recevoir dans 1 an et demi, 2 ans, plus. Pendant la période actuelle de confinement, on voit aussi arriver quelques print and play spéciaux. On va citer Bruno Catala, qui nous a fait une extension pour King Domino, spéciale en print and play. On sait pas encore si elle va se retrouver après en physique, mais bon, quand même des chances. Extension tout à fait inédite et qui est donc jouable partout chez vous pour peu que vous ayez une imprimante ou de plutôt bon talent pour regribouiller des choses sur du papier. Et dans cet esprit-là, et ce qui nous amène au sujet du jour, on va parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Un avant-goût d'un jeu à venir. Ce jeu s'inscrit dans la gamme Coffee Break dont on a déjà parlé. Je vous mets d'ailleurs le petit lien de notre TalkView, de la réflexion autour d'une gamme en présentant les 2 premiers jeux. Quant à moi, maintenant que je vous ai posé le décor, je vais laisser la parole à Antoine Roffet, en passant ensuite le relais à une partie du développement qui actuellement a moins de problématiques pour pouvoir travailler et qui est la partie illustrative. Hop là. Le temps de faire le café, la page... Non, c'est bon. Magic Rabbit, c'est quoi? Magic Rabbit, c'est un jeu que Romaric Gallonier m'a présenté à Cannes il y a 1 an et demi. Il a créé ce jeu avec Julie Dutoit, Ludovic Simonet et Cécile Ziegler lors d'un festival du Flip 1 an avant. C'était lors d'un concours où ils avaient 24 heures. Ils avaient 24 heures pour créer un jeu sur le thème de la magie et ils ont créé Magic Rabbit. On a 2 minutes 30, on a 3 actions, donc on doit en faire une par tour. Et on doit remettre dans l'ordre 9 lapins qui ont été bien entendu au préalable passés de manière aléatoire dans le désordre, cachés, et par-dessus on va placer en ligne, donc sur une ligne de 9 lapins avec 9 chapeaux par-dessus, avec des colombes, en fonction du nombre de joueurs, il y a X colombes. Et on va essayer, en faisant une action chacun son tour, sans se parler, sans communiquer, de remettre ces lapins dans l'ordre en 2 minutes 30. La force du jeu, c'est vraiment que à chaque fois qu'on va jouer avec des gens différents, en fait, il va falloir recommencer à penser comment jouer, puisque les gens réfléchissent de manière différente. La richesse du jeu aussi, c'est que une fois qu'on a réussi la version de base, en fait, c'est assez facile de recommencer et de réussir. Donc dans l'idée, en fait, plutôt que de rajouter des lapins ou de rajouter des chapeaux, de rajouter des colombes, etc., on a choisi, en fait, c'est d'ajouter des niveaux de difficulté, des contraintes, en fait. Donc il y a 3 enveloppes dans le jeu. Il y a des niveaux cachés dans lesquels on va rajouter, en fait, de la difficulté. Et plus on va avancer, en fait, et plus la difficulté va augmenter. Pour donner un exemple, lors d'une soirée avec de gros joueurs, des gens qui voulaient casser le jeu, en une soirée de 3 ou 4 heures de jeu, je crois, ils n'ont pas réussi à finir la boîte. On a créé une version, c'est exactement les mêmes illustrations que le jeu. De toute façon, on peut pas jouer avec moins de tuiles. On a retiré juste
et les contraintes sans changer le jeu de base. Le jeu de base ne change pas du tout. On a envie de garder les couleurs des lapins, parce que les couleurs des lapins, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir où ils sont placés, parce que mine de rien, je rappelle qu'ils sont cachés, avec 3 niveaux de difficulté, donc dans les enveloppes, il y en a beaucoup plus que ça. Mais là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déjà, passer un bon moment, et en plus que ça nous prenne pas juste une partie. Si on dévoile tout dès le début, le plaisir du jeu, ça passe aussi par la découverte de tout ça. Si on a déjà eu la surprise, si on a déjà bûcher dessus, si on a déjà travaillé dessus en famille pour les réussir, on aura aussi moins envie d'y retourner en fait. Ce serait dommage, ce serait un peu se couper l'herbe sur le pied. Donc on a créé de nouvelles choses, on a créé 3 niveaux spécifiquement pour cette version confinement de Pâques. Et Jonathan nous a proposé très gentiment de nous faire une petite illustration thématisée sur le truc, de ce petit lapin avec masque et un gros œuf de Pâques parce que c'est la période. Bon, c'est le petit clin d'œil. Le milieu du jeu, je le découvre depuis peu de temps en fait. J'étais pas particulièrement joueur avant de travailler dans ce milieu-là. Ça m'apporte une certaine naïveté, innocence en fait. Il y a un espace de liberté qui est quand même assez grand par rapport à d'autres domaines de l'illustration. Et il y a une démarche aussi technique avec des contraintes d'impression, de découpe et tout ça qui, moi, me convient parfaitement. Les premiers à m'avoir fait confiance, à m'avoir ouvert les portes du milieu du jeu, c'est Gigamic, en la personne de Mathilde. J'ai pas eu le sentiment personnellement d'être influencé ou de me donner une contrainte particulière par rapport au fait que c'était une gamme. Ça s'est fait un petit peu comme ça, en fait j'ai pas pu faire tous les jeux et en fait je trouve que ça fonctionne bien. C'est particulièrement réussi par rapport au format de la boîte en fait. Je fais vraiment du jeu de plateau dans l'illustration, ça doit faire à peu près 5 ans. Et avant j'ai pas mal bossé pour le jeu vidéo en tant que directeur artistique et illustrateur aussi. Je travaillais chez Ubisoft en R&D, voilà, en recherche et développement, et justement j'ai croisé plein de gens du jeu de plateau. En fait ils cherchaient à faire du mix entre du jeu vidéo et du jeu de plateau. Ce qui m'a plu en fait dans le retour au jeu de plateau, c'est vraiment le côté rencontre avec les gens et le côté jouer avec des éléments que l'on peut toucher. Sur Coffee Break, ma mission c'était surtout de m'occuper des logos, des facings, des packaging, avoir une réflexion sur le fait qu'on ait des univers différents, des illustrateurs aussi différents, et d'arriver à créer une gamme cohérente. Je me suis jamais considéré comme quelqu'un avec un style graphique très identifiable. Okay, je pense qu'il est identifiable, je veux pas mentir là-dessus. On va trouver des fils conducteurs en fait entre chaque jeu, mais quand même globalement, j'ai jamais vraiment trouvé un truc comme ça, une espèce de signature graphique où on voit à 10 mètres que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Ce que j'essaye de faire moi, c'est plutôt de prendre chaque jeu comme une occasion un petit peu de tenter quelque chose. Donc dans la gamme, j'ai illustré Gold River, Magic Rabbit et bientôt Dojo. J'avais quand même dans les grandes lignes ce que je devais illustrer dans chaque carte, ce que je devais représenter. Mais derrière, c'était à moi de proposer des choses, d'expérimenter tout ça. Je me suis plutôt fait plaisir en fait. J'ai pu enfin mettre ce fameux crayonné en avant, là, puisqu'il s'agit de ça en fait. Comment arriver à redonner de la présence au crayonné qui souvent disparaît sous la couleur. Là, je trouve que sur ce projet-là particulièrement, on a réussi à garder quelque chose de très spontané. Et j'ai l'impression que ça se ressent. Dans la façon dont on a travaillé, on a gardé quelque chose qui était déjà efficace dès le début et qui est toujours visible en fait sur le produit fini. Ça, c'est bien. On n'a pas fait des logos comme on le fait habituellement, je dirais. L'état d'esprit dans lequel on était, c'était de reprendre des éléments qui avaient été créés par les illustrateurs. C'est un peu un mix entre un logo et une illustration. C'est des éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres, qui du coup créent un univers où on voit bien que c'est du western, où on voit bien qu'on est dans un univers avec des lapins, la magie. Pour Magic Rabbit, voilà, on retrouve des lapins, des colombes. Donc du coup, c'est vraiment de respecter l'univers qui a été créé. Antoine, lui, il sait mettre les mots sur ce qui va pas. Le truc en fait qu'on va pouvoir modifier ou le truc qui dérange et puis me dire immédiatement, tu vois, cette texture, cette couleur, ce contraste, cette composition, cet équilibre, il fonctionne pas. Au niveau créativité, au niveau illustration, au niveau artistique, c'est vrai que ça déroule, quoi. Tous les print and play qui ont été édités, qui ont été fournis par les éditeurs. Si vraiment le jeu vous plaît, si vous avez un petit peu d'économie de côté, parfois c'est 15 balles, 30 balles, allez acheter le jeu. Parce que si le jeu est cool, il sera encore mieux qu'en papier mâché, etc. et découpe à la maison. Si vous aimez pas Magic Rabbit, n'allez pas l'acheter, c'est pas le problème. Mais l'idée, c'est que tous les print and play que vous avez téléchargés, je pense que c'est vraiment un super cadeau des éditeurs. Si vous aimez le jeu, si le jeu vous plaît, que vous avez envie de continuer à y jouer, allez les acheter, soutenez les petits éditeurs, soutenez même les gros éditeurs, parce que mine de rien, ça reste des locomotives pour tous les petits. Il y a des droits d'auteur, il y a des auteurs derrière, il y a des illustrateurs derrière. C'est aussi plein de gens derrière qui ont besoin de grailler. Et puis
retenez vos sous pour aller acheter dans les petites boutiques selon votre budget, peu importe. Les petites boutiques, c'est celles qui vont le plus souffrir de tout ça. S'il y en a un dans la chaîne qui saute, eh ben il y a toute la chaîne qui saute. Il n'y a plus de boutique, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus d'éditeurs, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus d'auteurs, il n'y a plus de jeux. Enfin bon voilà, soutenez les boutiques, soutenez les auteurs, soutenez les illustrateurs, soutenez les éditeurs, les distributeurs, etc. Parce que on a besoin de vous pour continuer à faire ce qu'on aime. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Le Print and Play de Magic Rabbit est disponible à partir du 17. Ah voilà, on n'a pas forcément fait d'analyse de ce qu'était un Print and Play, hein, c'était juste plus pour vous informer. Voilà, je savais pas trop comment conclure. Vous avez qu'à indiquer dans les commentaires si un truc un peu plus analytique autour du Print and Play vous intéresserait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo dossier un petit peu plus poussée, un petit peu plus profonde.